C'est l'heure de l'information sur la TV7. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous choisir pour vous informer. Au sommaire de cette édition, dans le cadre de la deuxième session du dialogue de partenariat entre le Togo et des représentants de l'Union européenne, des discussions ont eu lieu lundi portant sur plusieurs sujets. Nous vous ferons le compte rendu. Puis, nouvelle disposition en ce qui concerne les audiences au niveau des tribunaux de commerce. Elles pourront désormais avoir lieu en ligne. Des dispositions logistiques ont été prises dans ce sens. Mais comment cela va-t-il se passer concrètement? Des éléments de réponse à suivre. À l'international, lundi, les autorités algériennes ont annoncé la suspension provisoire de leur médiation au sein de la crise nigérienne. Elles doutent des réelles intentions des autorités nigériennes quant aux négociations et espèrent donc des garanties de la part de Niamey. Nous vous ferons le point. Quatrième jour d'affrontement entre Israël et Hamas alors que la communauté internationale appelle à un cessez-le-feu. Une question suscite controverse. Les services de renseignement israéliens ne seraient donc pas efficaces comme le prétend si bien Israël. L'analyse à suivre. C'est tout pour le sommaire de ce soir. Restez avec nous. Le développement, c'est dans un instant. Avant toute autre actualité, commençons par parler coopération. Les autorités togolaises ainsi que des représentants de l'Union européenne ont échangé lundi, ceci dans le cadre de la deuxième session du dialogue de partenariat liant les deux entités. Plusieurs sujets étaient au cœur des échanges, notamment le PURS, la lutte contre le terrorisme ainsi que l'organisation des prochains scrutins. Les précisions dans ce reportage de Promise Bomegbe commenté par Bernard Quinvy. Partenaires du Togo sur plusieurs initiatives, l'Union européenne et le Togo ont tenu la deuxième session du dialogue entre les deux parties. Il était question d'échanger sur la situation régionale et les efforts de paix du Togo, la lutte contre le terrorisme et la prévention du radicalisme violent, le programme d'urgence pour la région des Savanes, PURS, la préparation des prochaines élections, les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Les efforts du Togo en matière de promotion de la paix, de la sécurité et surtout de médiation ont été salués. Les deux parties préoccupées par la situation sécuritaire dans la région des Savanes ont renouvelé leur engagement à renforcer leur coopération, œuvrer efficacement contre le fléau de l'extrémisme violent, relever les défis du PURS, contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables et leur accès aux services sociaux de base. Le Togo, pour ce qui est de la préparation des prochaines élections, devra poursuivre les efforts pour un processus électoral inclusif, transparent et pacifique. Toutefois, aucune date n'a toujours été officiellement communiquée pour les deux élections prévues pour cette année. Le pays devra également veiller à la consolidation de l'état de droit et de promotion des droits de l'homme, poursuivant les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des recommandations faites lors de l'examen périodique universel en 2022, mais aussi la bonne gouvernance dans tous les domaines. Pour rappel, le Togo a signé cette année deux conventions de financement d'un montant de 70 millions d'euros avec l'Union européenne, l'un portant sur le financement du secteur agro-industriel et la gestion des ressources naturelles et l'autre sur l'accès aux services sociaux de base, l'agriculture et le processus de décentralisation. Pour très bientôt, les audiences au niveau des tribunaux de commerce du Togo se feront en ligne. La cellule climat des affaires vient d'équiper ces derniers d'un kit de visioconférence. Cependant, des inquiétudes demeurent en ce qui concerne la faisabilité de la chose. On retrouve les précisions dans ce reportage de Nadège Arledia. L'évolution numérique au Togo ne résonne pas que dans les secteurs administratifs, éducatifs ou encore au niveau de certains services sociaux. La modernisation numérique, enclenchée au sein des juridictions togolaises il y a 5 ans, atteint le tribunal de commerce. Désormais, les audiences jusque-là, effectuées en présentiel, devraient se tenir à distance, sans entrave. Pour rendre cela réalisable, des outils de visioconférence viennent d'être fournis aux tribunaux du pays par la cellule du climat des affaires. Cette nouvelle modification, en plus d'être un exploit en matière de transformation digitale, pourrait résoudre les problèmes d'accumulation et de retard, entre autres, rencontrés dans la gestion des dossiers. Cependant, si l'on veut bien analyser ce changement en vue, cet équipement n'est qu'une partie des conditions qui rendront possible la tenue des audiences en ligne comme on l'aspire. Des interrogations sur l'effectivité de cette ambition, à savoir la maîtrise de ces appareils par les différents intervenants du milieu, avocats comme plaignants, arbitres comme défendeurs, doivent être prises en compte.
Des initiations dans ce sens pour mettre les concernés dans les bonnes conditions aideront énormément. À titre d'information, le Togo dispose de 2 tribunaux de commerce, le tribunal de Lomé et celui de Kara. Le tribunal de Kara n'étant pas encore opérationnel, c'est celui de Lomé qui est en charge des contentieux commerciaux de l'ordre de 500 affaires par année. Et nous parlons à présent des personnes en situation de handicap au Togo, malgré les efforts qui se consentissent par les différents acteurs pour améliorer leur inclusion au sein de la société. Des obstacles demeurent, c'est justement ce que vient révéler ce reportage signé Harold Messan-Atto. D'après la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, une personne en situation de handicap est une personne qui a des difficultés à cause de différences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles. Ces obstacles peuvent l'empêcher de participer pleinement à la société de la même manière que les autres. L'accès à l'emploi est un défi pour tout le monde, mais plus pour les personnes handicapées. Il y a aussi les questions d'accès à l'éducation. Il y a également les questions de santé. Au Togo, malgré leur volonté d'être intégrées, les personnes en situation de handicap rencontrent encore de nombreux défis. Le pays a mis en place des initiatives pour favoriser leur inclusion, mais des progrès supplémentaires sont nécessaires pour créer une société plus inclusive, tant sur le plan social que professionnel. Très récemment, le Togo a participé à la 28e session sur les droits des personnes handicapées. L'impact véritable sur les personnes handicapées, de façon pratique, n'est pas encore au rendez-vous parce que c'est des recommandations qu'il faut maintenant mettre en œuvre au niveau national. Cependant, on peut quand même noter des avancées au niveau national. L'inclusion sociale passe par l'inclusion professionnelle. Lorsqu'une personne handicapée a une activité génératrice de revenus, il est favorable pour cette personne-là d'être inclus dans la société. En fin de compte, bien que des améliorations soient en cours, il est essentiel de poursuivre les actions et la sensibilisation concernant le statut des personnes en situation de handicap au Togo. Tournons-nous à présent vers un tout autre sujet, celui de la dépigmentation. Ce procédé qui consiste à se décolorer la peau prend de plus en plus de l'ampleur et mieux encore, l'on constate qu'il s'étend également aux enfants. Notre rédaction s'est intéressée au sujet et voici le compte rendu que nous proposent Jessica Rallo et Nadège Arlidja. Chacun est libre de faire son choix. Selon moi, ce n'est pas une bonne chose. L'interdire à son prochain lui donnera l'impression que tu t'opposes au fait qu'il ou qu'elle soit belle. La dépigmentation en soi est très mal. Dieu nous a donné des peaux différentes. Il faut s'en tenir. Pourtant, la dépigmentation demeure un phénomène de plus en plus récurrent au sein de la population togolaise en particulier. Elle se définit comme l'ensemble des procédés visant à obtenir un éclaircissement de la peau dans un but cosmétique. Si l'on a tendance à croire que ce procédé ne concerne qu'une tranche d'âge relativement élevée, il faut cependant notifier qu'il touche également les enfants. En fait, bien dommage selon certains. Le cas des enfants est vraiment dangereux. Utiliser des produits éclaircissants sur un enfant qui n'a pas son mot à dire dans le but de le rendre plus joli, c'est déplorable. La dépigmentation des enfants est vraiment mauvaise. À la longue, la peau de l'enfant se retrouve en piteux état. Ce phénomène n'est pas sans répercussion sur la santé des adultes, tout comme celle des enfants. Même si tu te procures de bons produits, arrivé au moment où tu ne trouveras plus d'argent pour t'en procurer, ta peau sera vraiment endommagée et c'est irréversible. Certaines personnes se retrouvent avec plusieurs teints et ce n'est pas très agréable. Notre peau est bien résistante, mais s'adonner à la dépigmentation la rend fragile et cause de réels problèmes pour la cicatrisation en cas de blessure. Pour lutter contre ce phénomène grandissant, il urge de multiplier des initiatives de sensibilisation au sein de la population, d'autant plus qu'il tend à devenir un réel problème de santé majeur. Les 8e de finale de la compétition Bobobo sont en cours et marqués par la performance de Novici Dagomekbuji et le Loli de Pimetomegbe lors de la première phase. Nous y étions. Retour en images sur l'événement avec ce reportage de Harold Messan-Atto et de Kofi Kalike. La compétition Bobobo se poursuit avec les 8e de finale
où 8 équipes se disputeront une place pour la suite du concours. Lors de la première phase, malgré les conditions météorologiques défavorables, les équipes de Novici d'Agomekboji et Lolonli de Kwimetomegbe ont brillé en se classant respectivement à la première et à la deuxième place de leur poule le samedi. Le dimanche, Novici de Tovi Djigbe et Amenuve de Tovi Ahunjo ont rejoint l'équipe des gagnants. Cette compétition, initiée par l'Observatoire panafricain de leadership féminin OPALEF et le Cercle d'initiative citoyenne pour le challenge et le changement en Afrique, SICA, vise à promouvoir la culture à travers la danse traditionnelle en faisant un vecteur de cohésion sociale. Dans cette optique, une conférence débat sur le thème « La jeunesse face à la drogue et l'avortement » se tiendra le 13 octobre 2023 au Collège protestant de Kpalimé de 14h30 à 17h30. De plus, des ateliers d'initiation à la fabrication du savon et à la conservation des produits agricoles auront lieu du 13 au 15 octobre à Kpalimé de 9h30 à 12h30. Ces événements visent à renforcer le développement socioculturel local et à sensibiliser la jeunesse aux enjeux actuels. Et à l'étranger, plus précisément au Niger, c'est désormais officiel. Les autorités algériennes ont provisoirement mis un terme au processus de médiation enclenché pour la résolution de la crise nigérienne. L'annonce a été faite ce lundi, une décision prise par Algérie qui soutient une insuffisance de volonté de la part des autorités nigériennes pour aller aux négociations. Les détails dans ce reportage. C'est un grain de sable dans le processus de négociation pour une issue à la crise au Niger. L'Algérie a annoncé lundi la suspension de sa médiation en attendant des garanties de la part de Niamey dont l'adhésion au processus reste floue. Au centre de l'appréhension, l'échec des échanges entre les deux pays sur le programme et le contenu de la visite pour des discussions préparatoires du chef de la diplomatie algérienne à Niamey. Mais pas seulement. Le Premier ministre nigérien a aussi déclaré avoir appris l'acceptation de la médiation algérienne sur les réseaux sociaux, accusant à demi-mot l'Algérie de manipulation. Alger s'interroge alors sur la volonté réelle de Niamey d'aller à la table des négociations. Pourtant, les autorités de la transition nigérienne avaient informé le 27 septembre par lettre officielle de leur acceptation de la médiation algérienne dans la résolution de la crise à laquelle leur pays est confronté depuis le coup d'État contre Mohamed Bazoum. Autre suspension provisoire dans cette édition, c'est celle de la Haute Cour de Nairobi qui a temporairement invalidé la mission d'intervention militaire en Haïti initiée par le Kenya et actée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce fut sur saisine de l'instance par des membres de l'opposition du pays. Reportage. Un tribunal kényan saisi par l'opposition a temporairement suspendu lundi un projet gouvernemental d'envoi de policiers en Haïti. Cet envoi devait s'effectuer dans le cadre d'une mission de sécurisation de l'ONU de ce pays des Caraïbes, en proie à la violence des gangs. Le Conseil de sécurité des Nations Unies avait donné la semaine dernière son feu vert à l'envoi en Haïti d'une mission multinationale menée par le Kenya. Nairobi s'est dit prête à fournir 1000 policiers. Les opposants au président William Ruto jugent cette mission dangereuse et inconstitutionnelle. Saisie par l'avocat et opposant Ikuru Oko, la Haute Cour de Nairobi a estimé lundi que la requête de l'opposition soulevait des questions importantes pour le pays et l'intérêt du public, qui requiert, affirme le magistrat, d'être examiné en urgence. Le gouvernement haïtien, confronté depuis des années à la violence croissante des gangs qui contrôlent certaines parties du pays, demande depuis 1 an une mission pour rétablir l'ordre. Le géant groupe pétrolier Total Energy est au cœur d'une nouvelle plainte et cette fois-ci au Mozambique. Des survivants et familles des victimes de l'attaque contre la localité de Palma en mars 2021 l'accusent d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en situation de danger. D'autres détails dans ce reportage. Une plainte contre Total Energy, elle a été déposée par des survivants et familles de victimes de l'attaque contre la localité de Palma au Mozambique en mars 2021. Le groupe pétrolier français, qui s'appelait encore Total à l'époque,
développait un méga projet gazier dans la région et est poursuivi pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Il est reproché à la compagnie de ne pas avoir assuré la sécurité de ses sous-traitants, alors qu'en 2019, une entreprise concurrente, ExxonMobil, avait renoncé à investir dans le projet et rapatrié son personnel. Ce que conteste Total, qui affirme avoir évacué du personnel lié à son projet dans la région ainsi que des civils, soit 2500 personnes. L'attaque contre Palma, qui a duré plusieurs jours, avait fait plus de 1000 morts. Elle a été revendiquée par le groupe État islamique. Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, a récemment indiqué qu'il espérait relancer le projet avant la fin de l'année. Dans le reste de l'actualité, au Maroc, le continent africain est désormais au cœur des préoccupations majeures du Fonds monétaire international et de celles de la Banque mondiale. À l'occasion de leur assemblée annuelle ouverte lundi à Marrakech, les deux institutions se sont engagées à accorder une place un peu plus importante aux pays africains. Retour en images sur les différentes interventions. Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ont débuté le 9 octobre à Marrakech au Maroc. Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, a affirmé que les participants se concentreraient sur l'Afrique dans leurs efforts pour développer et stabiliser l'économie mondiale en temps de guerre, d'inégalité et de changement climatique. Vous offrez une leçon de solidarité. Vous amplifiez aussi la voix du continent. Et je peux vous dire que dans mon fort intérieur, je pense qu'un 21e siècle prospère n'est possible qu'avec une Afrique prospère. Ici, il y a les jeunes. Au nord, la population est vieillissante. Si nous construisons un pont permettant aux capitaux de voyager, cela ferait la différence. L'Afrique s'en sortirait bien et le monde s'en porterait bien. Ce rendez-vous qui réunit les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales de 190 pays est aussi l'occasion de faire entendre la voix de l'Afrique et des pays du Sud. Nadia Fattah Alaoui, ministre marocaine de l'économie et des finances. Lorsque nous discutons de la quantité de ressources financières disponibles, et que nous devons choisir entre la sécurité alimentaire ou la dette, le financement climatique ou l'économie ou l'investissement, je dirais que nous avons besoin de tout cela. C'est un engagement que nous devons prendre ensemble. Nous pouvons dire que les pays émergents ont besoin de tout cela et que l'avenir de la croissance mondiale a aussi besoin de la croissance de l'Afrique. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont récemment annoncé leur intention d'accorder à l'Afrique des sièges supplémentaires au sein de leur conseil d'administration. L'attaque armée massive et surtout surprise de l'Israël par le Hamas continue par susciter de vives inquiétudes. Au centre de celle-ci, l'efficacité des services de renseignement d'un pays dont l'armée est classée la plus puissante du Moyen-Orient. Des experts se sont prononcés sur le sujet et nous vous livrons le compte rendu dans ce reportage. Une pluie de roquettes en provenance de Gaza, des centaines de militants du Hamas entrant en Israël, massacrant soldats et civils et emmenant avec eux des otages. C'est le pire cauchemar pour un pays qui se vantait d'avoir des yeux et des oreilles partout, mais qui a manqué 3 fois à son devoir, selon Peter Lerner, expert en sécurité nationale israélienne. La trop grande confiance dans la gestion militaire des mécanismes de défense existants, qu'il s'agisse du dôme de fer ou de la barrière qui a été achevée il y a quelques années et dont la capacité à prévenir les attaques souterraines était pleinement reconnue, le manque de renseignements et surtout l'échec de la ligne de défense elle-même. Ces 3 lignes de défense ont donc échoué à la tâche. Les services d'espionnage israéliens sont connus pour être parmi les meilleurs au monde, mais ils n'ont pas réussi à empêcher ce qui s'est passé.
Il y a 2 semaines à peine, des hauts fonctionnaires et des responsables en service de renseignement affirmaient que le Hamas n'irait pas jusqu'à un conflit généralisé, précisément en raison des revers qu'il a essuyés par le passé. Selon eux, il pense encore ses plaies parce qu'il veut maintenir son autorité sur la bande de Gaza et ne pas la mettre en péril. Il s'agit de toute évidence d'une grave erreur de calcul de la part des services de renseignement. Lerner estime que l'armée avancera à pas feutrés dans les zones où se déroulent les prises d'otages et qu'une enquête approfondie déterminera la part des responsabilités de chacun au sujet de ces manquements à la sécurité, une fois que la situation sera stabilisée dans la région. Actualité sportive à présent pour clore cette édition. Les amoureux du football connaissent désormais les classements officiels des championnats de première et de deuxième division de la saison 2022-2023 au Togo. Dans les détails, Ange de Noche et Sahara Sport de Bafilo évolueront la saison prochaine en D2, alors que Doumbé de Mango et Bikanti de Bassa rejoignent le championnat d'élite. Bernard Quinvi. Le championnat national de football de première division D1 Lonato saison 2022-2023 appartient désormais à l'histoire. La commission d'organisation et d'homologation de la Fédération togolaise de football a dévoilé le classement officiel de la D1. Le titre de champion d'Asco de Kara est confirmé par la commission. Les Condona ont fini premier dans le classement après les 30 journées disputées. Il totalise 68 points avec un goal différentiel de plus 30. L'association sportive des conducteurs de la COSA ASCK est classée deuxième dans le tableau avec 62 points plus 26. Durant les 30 journées, le champion ASCO a marqué au total 44 buts et en a encaissé 14. ASCK de son côté a inscrit lui aussi 44 buts avec 18 encaissés. Par contre, Ange FC de Ngotien est classé à la 15e position dans le classement avec 25 points, moins 16 comme goal d'average. Sahara Sport de Bafilo ferme la marche avec 23 points, moins 20. À l'issue de ce classement, Sahara FC et Ange de Ngotien sont relégués en division inférieure alors que l'ASCO et ASCK sont qualifiés pour la Ligue des Champions et la Coupe CAF. Par ailleurs, en deuxième division, le titre de Bikanti de Bassar est aussi confirmé par la commission d'organisation des compétitions et d'homologation. Le club de Bassar finit la saison avec 52 points plus 13 sur 26 sorties. Doumbé de Mango le suit à la deuxième place avec 49 points plus 14 et sont qualifiés pour la première division. Fukpa FC 13e avec 24 points chute en 3e division. Dans cette relégation, Fukpa est accompagné du club de l'Avier Kotoko FC qui finit le championnat D2 avec 7 points. C'est sur cette actualité sportive qu'on se sépare ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous pour votre fidélité. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de soirée.